Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Biblio. Aujourd'hui, on discute du concept de la charge mentale avec l'autrice, blogueuse, chroniqueuse, conférencière et journaliste pigiste Maude Goyer. En 2018, son premier roman intitulé « Maman est partie chercher du lait » a été publié et l'ayant lu moi-même, je peux vous confirmer que c'est un livre qui se lit très facilement. Maude, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Maude, tu portes évidemment plusieurs chapeaux, Oui. incluant aussi celui de maman. Oui. Ma première question pour toi, est-ce que tu as toujours su que tu voulais te couronner de tous ces chapeaux? Ah, c'est une excellente question. Non, je te dirais que non. En fait, j'ai fait un bac en journalisme, puis je me dirigeais vraiment en journalisme écrit. Donc, j'étais dans des quotidiens à la Voix de l'Est. Je viens des cantons de l'Est. Alors, j'ai commencé à travailler au quotidien à Granby, la Voix de l'Est. Et ensuite, je suis allée au Journal de Montréal. Et c'est lorsqu'il y a eu le conflit, le lock-out au Journal de Montréal, que je suis partie à la pige. Puis je me suis dit, bon, bien, pourquoi pas faire ma propre business? Et maintenant, vraiment, c'est vraiment comme travailleur autonome, mais aussi comme business. Parce que j'ai une entreprise, Maude Goyer Inc. Et je gère moi-même tous les contrats et tout ça. Donc, c'est à la fois super stimulant, puis en même temps, parfois insécurisant, parce qu'évidemment, je suis à la pige, je suis mon propre patron, je dois trouver mon travail au fur et à mesure. Par contre, il y a de la place pour ça au Québec en ce moment. C'est possible d'en vivre puis de faire. Puis c'est ça que je voulais faire, vivre de ma plume puis du journalisme. Et quel genre d'article est-ce que tu écrivais lorsque tu travaillais pour ces journaux-là? Alors, j'ai vraiment fait un parcours un peu atypique dans le sens que j'ai commencé vraiment à la Nouvelle Générale, à la Voix de l'Est, puis après ça, je suis allée dans les faits divers, donc au niveau du, comme on dit, le niveau du crime, crime organisé, tout ça, mafia, moteur, au Journal de Montréal pendant plusieurs années. Après ça, il y a eu le lock-out, alors je suis revenue un peu au général et c'est là que j'ai commencé à écrire une chronique, en fait un blog sur la parentalité, maternité, famille. Et depuis ce temps, donc maintenant depuis plus de 10 ans, j'écris vraiment sur ces sujets-là, sujets société plutôt. Et est-ce que tu étais déjà maman lorsque tu as commencé à écrire sur ce sujet? Oui, j'étais enceinte de ma deuxième. En fait, j'ai deux OK. enfants, donc mon garçon Sacha qui a maintenant 15 ans et ma fille Romy qui a maintenant 12 ans. Donc, à l'époque, j'étais enceinte de Romy quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions plus de parentalité, maternité. Puis ça a évolué évidemment avec l'âge des enfants, mais j'ai gardé après ça là, le côté blog, donc le côté communauté, avoir un accès direct avec plein de monde qui vivent des choses soit similaires parce qu'ils sont parents eux aussi d'âge d'enfants du même âge que les miens ou plus jeunes. Donc, ça me permet de garder contact en fait avec la situation et la réalité de ces gens-là. Mm-hmm. Ton blog s'intitule Maman 24/7. D'où t'es venue l'idée pour ce nom-là? Bien, en fait, j'avais commencé après Rue Frontenac, donc qui était le média alternatif pour les gens en lock-out au Journal de Montréal. On a tenu ça à bout de bras pendant 2 ans. J'ai commencé là, puis j'ai choisi, ça s'appelait simplement Maude Goyer. Et après, je suis allée à Yahoo Québec avec mon blog parentalité, puis c'est avec eux que j'ai fait un brainstorm, puis qu'on a trouvé Maman 24/7. Parce que je pense qu'une fois que tu deviens parent, ça ne te quitte plus. Quoique, j'ai l'impression que le nom est un peu trop target, je ne sais pas comment dire, mais il est un peu trop, pas réducteur, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas que mère non plus. On embrasse toutes sortes de rôles. On est tous surtout quand tu es à la pige, tu es journaliste, tu es un peu pieuvre en fait, donc très multitâche. Mais j'aime encore le nom quand même parce que je pense que ça représente le fait que tu endosses toujours ton rôle de maman, peu importe après ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie, dans les différents aspects de ta vie. Oui. C'est justement de ça que ton premier roman traite. Maman est partie chercher du lait. Quand est-ce que tu as eu l'idée d'écrire ce roman-là? En fait, en 2017. Donc, il est sorti en 2018, donc ça a été assez rapide comme écriture. En 2017, j'ai fait un peu les choses à l'envers. J'ai rencontré la directrice des éditions de l'Homme que je croisais à différents événements puisque je fais partie des médias. Et je lui ai dit, j'ai eu une idée de livre où quelqu'un aurait trop de charge mentale et déciderait de partir de la maison, ce qui finalement arrive à mon héroïne. Et elle m'a dit, excellente idée, parfait, on signe, puis on l'écrit. Fait à partir du moment où j'ai signé, là, j'ai commencé à écrire. Fait que j'ai fait un peu les choses à l'envers. Et l'idée m'est venue, en fait, à partir du moment où Emma, la dessinatrice, avait sorti sa BD « Fallait demander », qui a vraiment remis au goût du jour la charge mentale. Quand j'ai lu ce livre-là, puis que je l'ai publié sur Maman 24/7 sur mon blog, donc, et que j'ai reçu les témoignages de plein de femmes, de mères qui se reconnaissaient à travers « Fallait demander », la BD où la charge mentale est exposée, je me suis dit, je pourrais prendre tous ces témoignages-là puis les mettre dans un personnage, puis je pense que ça pourrait créer quelque chose d'intéressant. Donc, de là m'est venue l'idée. Et en plus, il y a eu un fait divers qui est arrivé à Rimouski dans le même moment. Une femme qui avait quitté, on ne savait pas pourquoi, elle était juste écœurée. Elle avait tout sacré là, puis elle était partie.
Et on l'a retrouvée dans l'Ouest. Et finalement, OK. elle n'avait pas d'enfant, finalement. Elle était juste comme, elle voulait changer de vie. Mais moi, j'ai comme tout mis ça dans une OK. personne. Puis je me suis imaginée, j'ai dit, mon Dieu, es-tu partie parce qu'elle était vraiment tannée ou vraiment ennuyée ou écœurée de sa vie? Puis en même temps, quand tu deviens parent, je pense qu'il y a un moment ou un autre où tu rêves un peu de faire ça, de partir. Tu sais, il y a comme un côté fantasque là-dedans. Fait que je trouvais ça intéressant de tout mettre ça ensemble. Oui, c'est le fantasme que tu as un peu indulgé dans le livre. Donc, mettons une chose au clair, Isabelle, le personnage principal, son histoire n'est pas inspirée de la tienne. Non, ce n'est pas mon histoire. Mais par contre, il y a certains passages où les gens qui sont proches de moi peuvent me reconnaître, par exemple, aux études où j'ai rencontré mon mari. Donc, il y a certains aspects d'Isabelle qui me ressemblent, mais ce n'est pas mon histoire. Je ne suis pas partie de chez moi sans crier gare et en laissant mes enfants et mon mari dans le néant. Dans le chaos. Tu as mentionné la charge mentale, je l'ai mentionné aussi tantôt dans mon introduction. On entend souvent parler de santé mentale, de maladie mentale. La charge mentale peut-être un peu moins. Est-ce que tu peux nous définir le concept? Oui. Alors, la charge mentale, c'est le fait de devoir penser et planifier et anticiper et gérer toutes les tâches dans la sphère domestique, donc à la maison, pour que tout arrive à temps pour tout le monde. Donc, c'est comme répondre aux besoins de tout le monde. Mais on est vraiment dans le penser et non dans le faire. C'est faire les tâches domestiques, c'est une chose. Si je te dis, on se fait un souper, Nadine, coupe des carottes, c'est assez facile parce que je te dis quoi faire, puis tu le fais, puis c'est tout. Ça, c'est la tâche. Mais quand on prépare un souper, le fait de penser au souper, de penser à notre menu, d'acheter les ingrédients, la fameuse question « qu'est-ce qu'on mange ce soir », ça, c'est la charge mentale. Et c'est beaucoup les femmes qui portent la charge mentale. En fait, selon plusieurs sondages, 90 des femmes disent que chez elles, c'est elles le pilote et elles n'ont pas de copilote. Elles sont pilotes et ce ne sont que des passagers derrière. Même aujourd'hui, en 2022 au Québec. Encore beaucoup les femmes qui portent. En fait, on dit même le programme des Nations Unies disait qu'à travers la planète, 50 du travail invisible, plus de 50 du travail invisible était fait par des femmes. Puis ce travail-là est souvent non rémunéré, non reconnu. Il est comme intangible, il est comme invisible. Puis ça apporte une lourdeur, en fait. Est-ce que c'est une lourdeur, selon toi, qui est encore plus lourde parce qu'elle n'est pas reconnue par le partenaire de la femme en question? Oui, par le partenaire et par la société, parce qu'on peut parler, certaines vont même parler d'exploitation domestique dans le sens que, tu sais, ça peut faire l'affaire de certaines personnes d'avoir un employé gratuit qui fait plein d'affaires à la maison. Ouais. Donc, pendant ce temps-là, bien, l'autre peut prendre un envol dans sa carrière et l'autre est comme pris un peu avec toutes les tâches et tous les soins des enfants. Parce que la charge mentale, je le rappelle, c'est le fait d'avoir le petit hamster qui tourne, d'avoir toujours une liste de choses à faire. Tu sais, les sondages démontraient que les femmes disaient que leur vie était une liste sans fin de choses à faire. Tu sais, c'est terrible. Puis pendant ce temps-là, tu peux pas, si c'est ça que tu souhaites, tu peux pas te concentrer sur ta carrière ou aller défoncer des plafonds de verre si tu es pris avec toute la charge mentale toute seule. Est-ce que c'est les femmes au foyer qui se sentent comme ça ou même les mères qui continuent de travailler Non, ou les deux? Les deux, Okay. c'est ça. C'est vraiment les femmes en général, surtout les mères qui portent la charge mentale. Mais en fait, même si tu n'es pas mère, tu peux ressentir une charge mentale. Dans le sens, si tu es en couple, bien là, tu peux t'occuper de l'agenda. Tu sens que c'est toi qui s'occupe de l'agenda social du couple ou être sûr qu'on manque rien à la maison ou penser au repas ou penser, bien là, si on va au restaurant hier, mais là, on y va aussi après-demain, ça marche-tu? On laisse... Tu sais, tout ça, c'est de la charge mentale puis c'est surtout les femmes qui la portent. OK. Tu as mentionné aussi que les jeunes filles qui ont environ 12 ans commencent déjà à ressentir une charge mentale à l'école. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bien, en fait, ces temps-ci, je suis beaucoup dans le sujet du code vestimentaire. Donc, ce qui est attendu des jeunes filles, que ce soit même dès l'âge de 3, 4, 5 ans, 12 ans, souvent va être très différent de ce qui est attendu des garçons. Puis c'est pour ça qu'on dit que la charge mentale, c'est quelque chose c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est inné. C'est pas quelque chose qui est inné, en fait, c'est quelque chose qui est appris et qui est attendu. C'est la façon qu'on élève nos enfants. Donc, par exemple, à l'âge de 12 ans, bien, le fait de porter certains vêtements, c'est un sujet d'actualité en ce moment, bien, le fait de porter certains vêtements, les filles, on leur demande de faire attention à ce qu'elles portent pour pas que ça déconcentre les garçons. Donc, on remet la charge mentale du corps de la fille qu'elle a à gérer sa représentation dans l'espace public. C'est à elle de gérer, puis on le demande dès l'âge de 8 ans, 12 ans, ce que je trouve complètement épouvantable. Donc, si ta robe est trop courte ou tes shirts sont trop courts, on va te demander de retourner à la maison, te changer, mais le garçon, lui, ça va. Tu sais, pourquoi? Parce que là, il y a toute une question d'hypersexualisation du corps de la fille, mais à 12 ans,
les filles ont des charges mentales déjà. Oui, je comprends. On pourrait dire que les femmes au bureau ont aussi cette charge mentale-là parce qu'il y a même des codes vestimentaires dans la plupart des compagnies. Puis même si les gens vont dire que le code vestimentaire va s'appliquer à tous, la réalité, c'est que quand on vient taper sur l'épaule de quelqu'un pour dire quelque chose qui ne marche pas, c'est à cause des filles. Oui. Puis là, les bretelles en spaghetti, c'est pas des hommes qui portent ça. C'est exactement. Mais c'est soit trop moulant. J'ai des témoignages d'une maman qui me disait que sa fille de 5e année avait un col roulé qui était trop moulant. Ah, OK. Fait que là, ça s'en vient. Les leggings, il y en a que c'est permis, il y en a que c'est pas permis. Bref, il y a tout un... Mais tu sais, après ça, les jeunes filles, le message qu'on leur envoie, c'est à toi de gérer ça. Donc, responsabilisation de la victime et non responsabilisation du garçon. Pourquoi on ne dit pas au gars à la place, bien là, gérez vos hormones. Mm-hmm. Fait que ça revient encore à gérer la victime doit être la responsable. Fait qu'il y a comme un discours là, il y a un terrain très glissant là. Fait qu'il faut, je pense qu'il y a comme une rectification à faire, puis je pense que c'est en train de se faire. OK. Justement, qui est-ce qu'il faudrait sensibiliser face à cet enjeu-là? Bien, laisser les filles s'habiller comme elles veulent. Si on peut s'arrêter de dire aux filles quoi faire, quoi montrer, quoi cacher, puis aussi, bien, se poser la question qui ça dérange et pourquoi. Mm-hmm. C'est ça, les vraies questions au cœur de cet enjeu-là. Je comprends. Retournons à ton roman, « Maman est partie chercher du lait ». Il a été publié en 2018, tu as eu l'idée en 2017 et Isabelle est en quelque sorte un amalgame de plusieurs histoires, de plusieurs femmes. Pour les gens qui n'ont pas lu ton livre, qu'est-ce que tu peux nous... Mets-nous dans le contexte du roman. Bien, en fait, Isabelle est à la maison. Elle a 2 jeunes enfants avec son conjoint et se rend compte qu'elle n'est pas heureuse là-dedans parce que tout s'est enfilé de fil en aiguille puis elle se retrouve avec beaucoup de charges mentales et de tâches. Et un soir, elle va décider de juste comme péter les plombs et ne pas rentrer. Alors, un soir où elle était partie faire une commission, bien, elle va juste passer tout droit et ne pas rentrer à la maison, prendre l'autoroute et se dire, je roule jusqu'à temps que je sache qu'est-ce que je veux faire, changer ou ne pas changer. Puis là, bon, on va la suivre dans son road trip, dans son escapade sur la route, où elle va rencontrer différentes personnes, où elle va vivre différentes choses. Et là, elle va avoir une décision à prendre. Est-ce que je rentre, est-ce que je ne rentre pas? Et elle va s'en aller donc vers l'ouest et éventuellement rentrer à la maison. Puis là, bien, je ne veux pas dévoiler ce qui se passe par la suite. Okay. Mais la fin, en tout cas, est controversée. Oui, tu m'avais dit ça lorsqu'on s'est parlé la dernière fois, que la fin est controversée. Et je ne m'étais pas rendue jusqu'à la fin lorsqu'on s'est parlé, mais je me suis rendue jusqu'à la fin depuis. Et moi, je la qualifierais pas de controversée, mais je m'attendais pas à ça du tout. Ah non? Non, j'étais très surprise par la fin. Bon. Et il faut que je te demande s'il va y avoir une suite au roman. Ce n'est pas prévu pour le moment. Okay. Ce n'est pas prévu. Non, je me fais poser la question. J'ai des lectrices qui m'ont un peu titillée, là, puis à la maison d'édition aussi, est-ce qu'on fait une suite, est-ce qu'on fait pas une suite? Mais pour moi, je voulais illustrer c'était quoi la charge mentale. C'était ça mon objectif à la base. Et je pense que je l'ai fait. Ah oui. Donc, certainement. C'est vraiment l'incursion dans la tête d'une mère qui est dans le jus. Là. Si vous ne savez pas c'est quoi la charge mentale, lisez ça, puis vous allez le savoir après. Mais donc, je n'ai pas l'impression que j'ai autre chose à dire. Je m'en irai peut-être ailleurs pour un prochain roman. OK. Bon, dommage. Quels ont été les commentaires de tes lecteurs et lectrices au sujet de l'histoire? Bien, en fait, beaucoup de monde se sont reconnus. Comme je te disais tantôt, je pense qu'il y a une partie de fantasme à dire, là, tu sais, moi, je pourrais penser de m'en aller, de partir, parce que pour prendre des vraies vacances. Il y a souvent des mères qui vont me dire, moi, le seul moment où je suis vraiment en vacances de toute la charge mentale de penser aux choses, c'est quand je suis pas là. Mm-hmm. Donc, c'est de se retirer physiquement de l'espace. Tu sais, c'est vraiment triste quand se passe ça, mais tu peux le faire 24 heures ou une semaine ou peu importe le nombre de jours, mais évidemment, en consultant ton conjoint, ton partenaire, pas en se poussant comme Isabelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était quand même libérateur, là, qu'ils pouvaient se reconnaître dans les gestes d'Isabelle. Oui. Mais par contre, je me suis fait un petit peu obstinée sur la fin, c'est ça. Ah, OK. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui t'ont, j'ai pas une meilleure expression en tête, mais tapé sur les doigts pour avoir illustré d'avoir, disons, peint la vie d'une maman surchargée de cette façon-là?
Pas tant, non. Non? Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui... c'est sûr que le ton est caustique. Tu sais, le ton est pas... On n'est pas dans un... La couverture peut laisser penser qu'on est un peu chick-lit, mais on n'est pas là-dedans. Tu sais, le ton est assez... Tu sais, elle sacre beaucoup. Ouais. Elle est très... C'est une femme pas mal en colère, en fait, là. Un peu déçue, un peu amère. Donc, mais elle réfléchit aussi. Fait que ça, je pense que les gens sont reconnus là-dedans. Mais non, je me suis pas fait trop taper sur les doigts. Non, il y a... Non. Non. C'est bon. Isabelle fait la rencontre d'une maman aussi à un moment donné dans le livre, une maman qui lui dit, qui lui avoue l'admirer beaucoup pour ce qu'elle a fait. Est-ce que tu penses que c'est que ce qu'elle a fait est admirable? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je recommande pas ça à personne. Ben non, parce qu'en fait, Isabelle, elle se pousse. Tu sais, ceci dit, il y a des femmes qui le font, ça existe encore, les gens qui disparaissent de façon mystérieuse. J'ai fait quelques recherches par rapport à ça. C'est des gens qui quittent leur vie puis qui donnent plus de nouvelles. Mais tu sais, c'est terrible pour les gens derrière. Je veux dire, lui, elle, dans ce cas-ci, dans mon livre, son conjoint, il capote, tu sais, il trouve ça super dur parce qu'il ne sait pas ce qui est arrivé. Donc, il y a toute la partie inquiétude qui embarque. Fait que non, c'est vraiment pas un modèle, c'est zéro admirable. Mais je voulais amener cette possibilité-là, puisqu'on sait qu'il y a un fantasme quelque part caché de dire je m'en vais, mais pas nécessairement je m'en vais sans avertir personne. Ouais. Mais donc, je voulais au moins le mettre dans le livre. Je trouvais ça important. Qu'elle soit, pour certains, une traître épouvantable et pour d'autres, une héroïne, une idole. Ouais. C'était le paradoxe entre les deux que je trouvais intéressant. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu parler du concept en anglais, on dit le mom shaming? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est encore commun de nos jours? Bien, en fait, quand on dit mom shaming, c'est le fait, par exemple, de se faire des petits commentaires désobligeants entre mères, puis de se juger entre mères. Ça existe encore beaucoup, malheureusement, mais comme dans toutes les sphères de la parentalité, on a un peu de tout. Là, on a la mère Pinterest qu'on va juger parce que c'est trop, justement. Tout est blanc, tout est parfait, avec des lilas et du lin et du blanc et du beau bois. Et tu as la mère, après ça, indigne, qui a juste hâte à son vendredi, puis que, tu sais, et là, qui est vraiment à bout de tout, puis qui va se confier à ses copines qui vivent la même chose qu'elle. Puis là, ensemble, ils vont trouver que leurs enfants sont bien épouvantables. Puis entre les deux, bien, c'est la masse. Puis en fait, on vit tous des extrêmes entre les deux, puis il y a plein de parents ordinaires, c'est-à-dire de mères ordinaires qui essaient juste de faire du mieux qu'elles le peuvent, juste leur gros possible. Ouais. Alors, oui, il y a encore du mom shaming, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de solidarité à travers les mères, les parents, grâce entre autres aux réseaux sociaux. Parlons-en des réseaux sociaux. Ta page Instagram est super intéressante. D'ailleurs, si on veut te suivre en ligne, c'est Maude Goyer, _maman247. Ça, c'est sur Instagram, oui. Oui. Est-ce que tu as d'autres pages? Bien, Facebook. Mon Facebook est beaucoup plus actif encore que mon Instagram. C'est vraiment là qui est plus comme mon blog. Donc, sur Facebook, c'est Maman247 tout simplement. Puis, je suis sur Twitter, mais... Ce sont plus rares, les gens qui sont sur Twitter quand même. C'est plus niché. Mais du côté des médias, on est beaucoup sur Twitter, donc ça devient intéressant. Est-ce que tu traites Instagram un peu comme ton blog personnel? Oui, mais encore là, oui, mais je ne mets pas tout non plus. Tu sais, je pense qu'il faut qu'il y ait un dosage entre des informations peut-être un petit peu plus personnelles parce que tu deviens un peu comme une influenceur, un peu malgré toi. Donc, tu vas mettre des choses un peu plus personnelles de ce que tu vis, des idées d'activités, de sorties, etc., même de recettes aussi, parce qu'on cherche toujours ça. mais je ne vais pas tout mettre non plus. Mais c'est sûr qu'en stories, dans mon Instagram, je vais aborder beaucoup de sujets, je vais sonder ma communauté, puis moi, bien, ça devient comme un vase communicant parce que je travaille là-dedans. Donc, je me sers à la fois des témoignages puis du pouls que je prends sur mes réseaux sociaux pour faire des articles. Fait que c'est vraiment c'est donnant-donnant. OK. Quels sont certains des témoignages que tu as reçus via les réseaux sociaux de mères ou de lectrices qui t'ont particulièrement touchée? Par rapport à mon livre, par exemple? Par rapport à ton livre, oui, ou par rapport aux informations que tu partages? Bien, en fait, là, ces jours-ci, comme je parle beaucoup du code vestimentaire, j'ai eu un tsunami, vraiment, mais une avalanche de commentaires, de témoignages de parents qui me parlent de ce que leurs filles vivent à l'école. Ça a été très troublant parce que je ne m'attendais pas à pareil déferlement. Mais sinon, par rapport à la charge mentale, j'ai presque à toutes les semaines des commentaires, soit des femmes qui se reconnaissent à travers Isabelle puis qui me disent « Moi, c'est comme ça que je me vis, qu'est-ce que je peux faire? » Il y en a qui viennent me chercher
conseils, ça c'est toujours délicat aussi parce que moi, je suis journaliste, je m'intéresse à cette question-là, mais je ne suis pas là pour poser un diagnostic. Je ne suis pas là pour dire non plus, il faut faire ci ou il faut faire ça. Il y a autant de façons de gérer sa famille, sa charge mentale qu'il y a de famille. Fait que c'est très délicat. Puis je ne suis pas non plus psychologue ou psychoéducatrice. Ouais. Mais c'est sûr que des femmes qui m'ont dit, ben moi, j'ai lu ton livre, puis j'ai eu une discussion, puis je me suis rendu compte que ça ne changerait pas, fait que je vais me séparer. Oh! Oui, ça, c'est quelque chose. Là, tu fais, OK, j'ai peut-être été l'élément déclencheur, mais en même temps, je refuse de prendre la responsabilité ben oui. parce que. Mais il y a des filles qui ont lu le livre puis qui se rendent compte qu'ils se lèvent le matin puis qui se disent, je me souviens particulièrement d'une fille qui m'avait dit, ben je me suis levée un matin puis j'ai regardé mon chum qui dormait puis je me suis dit, ben je l'aime plus. Parce qu'elle se rendait compte qu'elle était toujours dans le service aux autres, comme l'esclave de ses propres enfants puis de son conjoint dans ce cas-ci, tu sais. Ça me rend tellement triste. J'ai aussi des mères qui m'écrivent des petites anecdotes, mais qui m'ont marqué aussi. Par exemple, une fille qui me dit, ben je suis tellement dans le jus tout le temps que je suis jamais dans le plaisir avec mes enfants. Je suis toujours juste en train de faire les soins, planifier les choses. Donc, si toute ma famille part un samedi matin au verger en septembre au pommier, ben moi, je préfère rester parce que j'ai du lavage à faire, parce que j'ai à plier du linge, parce que c'est comme tu passes à côté de toute une partie de la parentalité que c'est ce qui est le fun aussi, de partager des choses ensemble. Là. La mère s'exclut de ça. Puis ça, c'est tellement triste. Donc, je trouve ça toujours, c'est particulièrement touchant pour moi. Est-ce qu'il y a, selon toi, certaines façons de sensibiliser les hommes à la charge mentale? Oui. Plusieurs façons. Super bonne question. Mais je pense que premièrement, il faut en parler. Il faut communiquer aussi. Est-ce qu'on en parle assez, selon toi? Non, on n'en parle pas assez. Puis dans le couple aussi, mais tout ce qui touche la sphère, des fois, de l'intime, que ce soit la sexualité, les tâches, des fois, on a tendance à avoir peur que l'autre tombe sur la défensive, fait qu'on n'ose pas trop en parler. Mais je pense que l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans notre tête non plus, puis comment on se sent. La pire affaire, c'est de décider de tout lâcher, de rien faire, puis là, ben, tu frustres, mais dans le fond, il n'y a pas rien de plus qui va bouger, parce qu'il faut que tu communiques. Fait que je pense de définir les priorités, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, puis là, on va vraiment dans le détail. Moi, c'est important pour moi, je sais pas, moi, qu'on lave les lits à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, ou que le comptoir de cuisine soit spick and span. Pour moi, ça, c'est important. Mais là, si l'autre ne le sait pas, bien, il ne peut pas le deviner, ça. Puis l'autre peut dire, bien, pour moi, c'est important que, je sais pas, moi, la neige soit toujours enlevée sur le trottoir ou que les gazons soient parfaits. Bien, si on décide ensemble de nos priorités puis qu'après on s'attaque à ça ensemble, bien après, le reste, c'est comme c'est des choses qui sont superflues, qui sont superficielles, qui vont par-dessus les autres affaires principales que nous, on a décidées. Et donc, mais il y a beaucoup de couples, je pense, qui justement se mettent en couple, ont des enfants, puis n'ont pas eu ces discussions-là. Puis ça peut embarquer et devenir très lourd après de redéfaire ça, parce que l'être humain est ainsi fait. Quand on prend quelque chose en charge, bien souvent, on le garde, puis on se dit, bien, tant qu'à y aller, je vais le continuer. Puis c'est là que les femmes, des fois, les mères se font un peu avoir parce qu'elles ont été enceintes, elles sont comme devenues l'experte de leur bébé. Elles mettent au monde l'enfant, congé de maternité d'1 an, donc elles deviennent encore plus expertes. Et là, se disent, tout fonctionne bien, mais parce que moi, je le fais. Quand elles retournent travailler, elles gardent tout ça. Oui. Donc là, ça devient trop. Ton travail devient comme tu vas te reposer au travail, parce que ça devient trop envahi. Donc, c'est pour ça que le temps calme, puis l'espèce d'année, moi, je pense, où la maman est devenue fusion avec le bébé, moi, je pense que c'est un peu un piège, en fait. C'est bien mieux si tu es capable de diviser de façon équitable le congé dès le départ pour que les deux deviennent experts de leur enfant, comme ils font en Scandinavie, par exemple, où les pères sont très impliqués quand le bébé est jeune. Et là-bas, ceux qui poussent les poussettes et ont le porte-bébé, ce sont les hommes, ce ne sont pas les femmes. Donc, c'est culturel. OK. Oui, c'est culturel. Bien, c'est pour ça que ça démontre bien à quel point c'est culturel, c'est appris. C'est un rôle qui est appris. Parce qu'un bébé, là, ça a besoin de chaleur, ça a besoin d'être réconforté, puis ça a besoin de lait. Pas nécessairement la mère qui apporte tout ça. Oui, c'est vrai. Le père peut autant le faire que la mère. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est parce que c'est un rôle qui est appris. Nous, on a internaliser ça, si on veut, que c'était la femme qui faisait ça. Puis le fait qu'on fasse le 1 an de congé vient comme confirmer ça. Puis après, on se dit, bien, moi, je sais comment. OK. Est-ce que c'est approprié de parler de la charge mentale avec les enfants? Tout à fait. Moi, je pense oui, tout à fait, justement pour, bien, premièrement, en essayant d'élever nos garçons et nos filles de façon le plus équitable possible, donc en demandant autant aux deux, mais aussi en partageant justement la charge mentale. Tu sais, la charge mentale, ça se partage à 2 si on est avec notre partenaire, mais aussi avec les enfants. Tu sais, on peut dire aux enfants, moi, en ce moment, j'ai besoin de plus d'aide parce que je suis vraiment fatiguée, je suis dans une période qui est plus difficile. Avec la pandémie aussi, les conscientiser au fait que notre santé mentale en a pris un coup.
Donc, on a le droit de dire aux enfants, bien, toi, quelle tâche tu peux prendre? Puis pas juste prendre la tâche, en prendre possession au complet. Oui. Donc, dire, si tu t'occupes du recyclage, mais il faut que tu y penses que c'est, par exemple, le jeudi matin qu'il faut que tu le sortes. Tu sais, moi, je ne vais pas te le rappeler. Là. La tâche, ça revient à toi. OK. Dans ce contexte-là, je ne suis pas sûre de comprendre la différence entre la charge mentale et la tâche en tant que telle. OK. Alors, en fait, la charge mentale, c'est vraiment le fait de penser à ce qu'il y a à faire. Puis la tâche, c'est de le faire. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, on a un bébé, sac à couche. Apporter le sac à couche à l'activité, ça c'est facile. Ça, c'est la tâche. Tu apportes le sac à couche. Puis, changer la couche du bébé aussi, c'est facile. Si je te dis, il est à changer maintenant. Bon, tu le changes. Ce qui est plus compliqué, c'est de dire, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut dans le sac à couche? Est-ce qu'on a acheté les bonnes couches? Est-ce qu'on a des achats à faire? Est-ce qu'il y a des biberons? Donc, c'est le fait de penser. Sortir les poubelles, c'est la tâche. Penser à sortir les poubelles, c'est la charge mentale. Faire la vaisselle, c'est la tâche, mais penser à qu'est-ce qu'on va manger, c'est quoi le menu, c'est quoi le repas, ça, c'est la charge mentale liée à la tâche. Et on peut même, entre conjoints, faire une liste des tâches qu'on a à faire, puis faire la liste de la charge mentale reliée à cette tâche-là. C'est fait qu'il y a le rangement, il y a le ménage, on peut penser à prendre les rendez-vous. C'est aller au rendez-vous avec les enfants, ça, c'est la tâche, mais penser à prendre les rendez-vous, à quel moment que ça arrive à temps. Tu sais, on sait chez les médecins, par exemple, prendre longtemps d'avance, ça, c'est la charge mentale liée à la tâche. OK. Fait que la charge mentale, ce n'est pas le faire, c'est vraiment le penser à. OK. C'est plus clair? Oui, c'est définitivement plus clair, merci. Quels sont certains des... tu as un balado. Oui. Ça fait combien de temps? En fait, avec Naître et grandir, ça fait bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Oui. Quels sont certains des sujets dont tu traites dans ton balado? Là, pour Naître et grandir, on est vraiment dans le 0-8 ans. Ça s'appelle Famille à la une. Ça peut prendre une fois par 3 semaines. D'ailleurs, je l'ai enregistré ce matin. Donc, en 5 minutes, je fais le tour de sujets d'actualité pour vraiment les parents de 0-8 ans. Alors, par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé des prénoms les plus populaires au Québec qui sont sortis récemment. J'ai parlé aussi... Quels sont-ils? Juste par curiosité. Là, avant, pendant longtemps, ça a été Noah. Non, pas Noah. Attendez. Pendant longtemps, ça a été William et Léa. Maintenant, j'ai comme un blanc, je pense que est-ce que c'est Alice ou c'est Olivia? C'est Olivia. Olivia et je pense que c'est William ou Thomas. En tout cas, on est dans le top 10, à peu près dans le top 10. Donc, tu sais, je l'ai enregistré ce matin, puis je me souviens plus. J'ai Maman 24/7. J'ai parlé aussi longuement d'une série japonaise sur Netflix qui est sortie qui s'appelle Old Enough. En français, c'est Comme un grand, comme des grands. Où des enfants de 2, 3, 4, 5 ans vont faire des commissions tout seuls. Ah oui! Donc, j'ai parlé de ce sujet-là parce que ça démontre, en fait, l'autonomie et l'indépendance qu'on laisse à nos enfants. Puis comme nous, parents occidentaux, c'est intéressant parce qu'on ne laisse pas nécessairement cette autonomie-là à nos enfants. Est-ce que c'est souhaitable selon nos villes, comment ils sont faits? Peut-être pas, pour le faire de façon sécuritaire. Mais j'ai fait toute une assez longue capsule là-dessus, sur le concept d'autonomie chez les Orientaux versus les Occidentaux. OK. Est-ce que tu as une vision à long terme pour ton balado, en termes de ce que tu aimerais accomplir? Oui, et définitivement, j'aimerais ça éventuellement avoir... Là, on le fait en 5 minutes, puis c'est moi qui parle puis qui présente des sujets. Mais éventuellement, j'aimerais peut-être avoir des échanges. Donc, soit aller chez des gens, chez des familles, mais pas nécessairement du côté des experts. C'est ça, j'aimerais ça. Plus que dans mes articles, j'explore beaucoup plus des experts. Si je vais parler, par exemple, d'un sujet de société où je vais aller parler à un expert, puis j'aurai un témoignage d'une famille, mais j'aimerais ça, plutôt dans mon balado, ne faire que des familles. Donc, m'en aller, par exemple, chez Nadine qui vit telle chose, puis là, elle m'en parle, puis après ça, peut-être, on discute de solutions ensemble. C'est plus du côté pratico-pratique. C'est intéressant, ça. J'aimerais vraiment ça. Mais je pense que le balado va évoluer. Là. Ça va faire 2 ans qu'on a le même concept. Je pense qu'on va y arriver. OK, on va rester à l'affût. Ça me semble très intéressant. Et puis, tu es conférencière aussi. À quand remonte ta première conférence? Tout de suite après mon livre, en fait. Comme le livre est sorti à l'octobre 2018, moi, je pense que c'est au printemps 2019 que j'ai commencé, donc à la fois dans des écoles, des organismes communautaires, mais aussi des entreprises. Et je l'ai donné beaucoup dans des bibliothèques et dans des différentes municipalités, particulièrement, évidemment, en Zoom pendant la pandémie. Et donne-nous un peu un aperçu. Un aperçu, oui. Un aperçu de ma conférence. Donc, la conférence, c'est vraiment sur la charge mentale. Et je parle donc à la fois de qu'est-ce que c'est quoi le concept, d'où ça part, d'où ça vient, c'est quoi les racines. Est-ce que c'est un problème? C'est parce que des fois, il y a des gens qui disent, moi, je porte plus de charge mentale, mais ça ne me dérange pas. Donc, est-ce que c'est un problème? On démêle un petit peu ça. Puis, à la fin, on parle évidemment de solutions. Est-ce que ce l'est nécessairement un problème? Oui.
Oui, quand OK. c'est pas équitable. OK. Parce que ça va créer d'autres inéquités que des fois qui sont des angles morts OK. qu'on ne se rend pas compte. Mais je te donne juste un exemple. Si tu décides d'être maman à la maison puis que tu n'as pas négocié quelque chose au point de vue financier, bien, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, Négocier? Bien, par exemple, si toi, tu te retrouves à temps plein à la maison puis que tu n'as pas nécessairement de REER ou de fonds de pension ou un certain salaire qui est versé, bien, tu peux te retrouver vraiment dans la merde. Puis d'ailleurs, les personnes pauvres au Québec, 70 des personnes pauvres au Québec, ce sont des femmes. Donc, il faut faire attention. Oui, c'est ça, c'est un gros chiffre. Donc, il faut faire attention il peut y avoir un impact financier au fait de prendre plus de charge mentale, donc d'être plus à la maison, si on n'a pas assuré un peu nos arrières. OK. Et est-ce que ce sont souvent des mamans, excuse-moi, des femmes qui sont aussi mamans? Oui. OK. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Donc, il peut y avoir un aspect financier, mais il peut y avoir un aspect sur ta vie professionnelle, le fait de, par exemple, je sais pas, de sentir que tu as plus d'obstacles qu'un homme ou que ton chum, ton partenaire, pour accéder à un autre poste ou accéder à certaines augmentations de salaire, par exemple. Si toi, il faut que tu quittes à tous les jours à 3 heures, parce qu'il faut que tu ailles chercher les enfants à la garderie, mais que l'autre peut travailler toutes les heures qu'il veut, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, après 10, 15, 20 ans, ça crée une iniquité. Oui, absolument. Absolument. Est-ce que tu planifies écrire un autre roman? Oui, j'aimerais vraiment ça. Est-ce que tu as une idée en tête? Ça commence tranquillement, pas vite. OK. Est-ce qu'on peut avoir un scoop? Je pense que j'avais parlé du couple. OK. Oui, je pense que je vais parler du couple, mais je ne veux pas aller plus loin que ça parce que je n'ai même pas parlé à ma directrice de maison d'édition encore. Mais ça sent bien. Je sens vraiment que là, la pandémie m'a amené des sujets, puis je me dis, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais le couple, on peut se dire que ça a été vu et revu, mais je pense que j'ai peut-être quelque chose à ajouter dans la mare de livres sur la romance. OK. Et est-ce que ce sera un roman qui sera écrit du point de vue de la charge mentale? Non. Non, non, pas du tout. Non, c'est ça, on va vraiment sortir, on va vraiment aller ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est super important. En fait, moi, mon rêve de petite fille, c'était d'écrire un roman. OK. C'était vraiment un rêve que j'avais. Je pense que j'avais 12 ans quand j'avais dit à ma mère, moi, je vais être écrivaine. Puis elle m'avait dit, tu sais, vivre de ta plume au Québec, c'est pas facile. Journaliste, ça te tenterait pas à place? Il me semble que tu écris bien, tu aimes la communication. Je dis, OK. Puis j'ai jamais dérogé. Mais moi, dans le fond, je voulais écrire des romans, c'est ça que je voulais faire. Donc, j'en ai fait un, mais le buzz ressenti quand ton livre sort, puis que tu as des commentaires des gens, puis quand le lancement se fait, est tellement grand que je faut absolument que je revive ça. Ah, c'est beau, c'est beau d'entendre ça. Merci. Ben là, t'as pas encore publié ton deuxième livre, mais est-ce que je peux comprendre que tu planifies en écrire beaucoup durant les prochaines années? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est un projet. J'écris assez rapidement, mais j'aimerais ça me faire un meilleur plan. Tu sais, lui, il a été très spontané, il a été écrit vite, il a été écrit avec une idée de où est-ce que ça s'en allait, mais sans beaucoup de plans. J'ai plus d'expérience, j'ai pris un cours à l'UNRS sur la scénarisation. Il y a des petites choses que je voudrais comme faire mieux. OK. Donc, il va être peut-être mieux préparé et peut-être aussi que l'histoire va en ressortir un peu plus complexe. Okay. Parce que moi, je le regarde avec un regard très critique, ce premier roman. Il a les défauts d'un premier roman. Donc, j'aimerais ça, si j'en fais un deuxième, prendre plus mon temps, faire un... C'est pour ça que je n'ai pas parlé à ma directrice. J'attends d'être plus prête, puis après ça, je vais y parler. OK. Est-ce que tu connaissais déjà la fin du livre lorsque tu as commencé à l'écrire? Oui. OK, tu savais déjà que tu voulais que ça se termine de cette façon-là? Oui. OK. Sans discuter de la fin en tant que telle, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu étais attachée à cette fin-là? Parce que ça aurait été incohérent avec le tempérament et la personnalité d'Isabelle d'aller ailleurs que là. Que là. Oui. OK. Parce qu'en fait, quand elle a fait le constat qu'elle a fait au retour, elle ne pouvait pas juste... Il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc, c'était inévitable. OK. Quels sont les points forts du livre, selon toi? Les points forts? Bien, c'est des chapitres courts. C'est court, c'est punché. C'est assez comme... donc, en ce sens-là, chaque chapitre est comme un petit volet, puis tout mis ensemble, ça fait l'histoire. D'ailleurs, et ça, c'est un des défauts, selon moi aussi. C'est une force, puis c'est un défaut, parce que le défaut, je trouve que parfois, ça aurait pu être plus... L'intrigue aurait pu être plus complexe, les personnages auraient pu avoir une évolution peut-être plus importante aussi. Si on pense, par exemple, à Jean-Michel, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de profondeur, peut-être pas assez.
Mais ça, c'est les défauts d'un premier roman. Mais je pense que le point fort, c'est ça, c'est que ça, comme on dit, un page-turner, c'est facile à lire, tu as envie de le lire, c'est enlevant, puis tu t'identifies à Isabelle aussi. En tout cas, il y a j'ai beaucoup de témoignages de femmes, de mères qui m'ont dit moi, je me suis reconnue, là, puis je comprends sa colère, qui est aussi de la tristesse, en fait. Oui. Elle est très transparente, ça c'est certain. On sent qu'on la connaît, même si elle n'existe pas dans le fond, mais on la comprend, puis c'est très facile de faire preuve d'empathie envers elle. Même moi qui n'ai pas mère, je comprenais vraiment ce qu'elle ressentait. Puis je trouve que ça fait la beauté du livre aussi, de s'attacher à l'héroïne de cette façon-là, puis de vouloir qu'elle aille bien. C'est un beau compliment. C'est un très beau constat, une belle observation. C'est vrai moi, j'ai eu de la misère à la laisser partir aussi à la fin. Puis c'est là que je me rends compte que comme auteur, c'est un peu facile de retourner, de faire une suite. Puis je juge pas ça, là, mais c'est facile parce qu'on veut aussi les retrouver. Mais dans mon cas, ça sera juste un piège, je pense, parce que j'ai... Mais on sait jamais. On se croise les doigts. Tu es chroniqueuse aussi. Oui. Justement, je pense que tu vas aller faire une chronique après l'émission. De quoi tu parles dans tes chroniques? Bien, c'est presque toujours société, famille, maternité. Donc, la semaine passée, vendredi, j'ai parlé de la pénurie de préparation pour nourrissons, donc de lait maternel, la poudre, en fait, le lait en poudre, puis le lait déjà tout prêt, aux États-Unis, a des impacts de plus en plus au Canada et au Québec. Et donc, j'ai parlé à des parents qui commençaient à capoter parce qu'ils ne trouvaient plus de lait nulle part. Donc, ce que j'aime surtout, c'est de présenter vraiment la vision des parents. Je me fais un peu le porte-voix de ce qu'eux vivent. Fait qu'une mère qui me dit j'ai fait 2 heures de route pour aller chercher 2 cannes de lait que j'ai trouvées sur Marketplace, ça me touche, là, la bébé de 4 mois, tu comprends? Ou encore, j'ai vu aux États-Unis une mère qui avait commandé du lait, puis quand c'est arrivé, c'était de la farine, parce que qui dit pénurie dit qu'il va y avoir des raquettes. Éventuellement, des gens vont vouloir en profiter. Donc, elle avait commandé sur, je pense, un genre Marketplace là-bas, une femme du Connecticut, puis quand le lait est arrivé, c'était de la farine. Donc, elle s'était fait duper, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tout à chaque fois que les parents vivent quelque chose relié à la famille, c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Donc, à la radio, qui est au 98.5, où je travaille de façon ponctuelle, donc comme collaboratrice, la façon que ça fonctionne, c'est moi qui lance mes sujets. Donc là, on me dit si oui ou non il y a un intérêt. Puis s'il y a un intérêt, c'est dans 2 heures. OK. Toujours que tu sois. Bien, il y a le côté adrénaline. Ouais. Puis quand tu présentes ton sujet, souvent tu le connais déjà. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où je me fais dire oui, tu vas être à la radio, bien, je tasse tout. Puis je me concentre sur ma préparation parce que pour parler en ondes, en direct pendant 7 minutes, il faut que tu sois prêt. Oui. Puis je fais de la télé aussi ce soir. Fait que c'est une journée... c'est une journée bien remplie. Oui, bien c'est le fun. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que tu es en demande. Bien, c'est la pige, c'est ça qui est formidable aussi. Quand tu fais des pitchs de sujets, puis qu'on te dit oui, bien, tu y vas. Puis si tu veux prendre congé, bien, tu prends congé, tout simplement. Il n'y a personne pour te dire quand les prendre ou combien de temps. Ça, c'est fantastique. Pour revenir rapidement sur le point de la pénurie de lait, j'imagine que ça aussi, ça ajoute à la charge mentale de la femme. Bien, exactement, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu beaucoup de témoignages. J'ai fait une publication sur ma page Facebook, Maman 24/7, puis j'ai reçu plein de témoignages de mères. Tu sais, ma communauté, elle est petite, mais très engagée. Donc, quand je fais des appels à tous, ça répond, puis moi, je peux me servir de ces témoignages-là après. Fait que c'est comme vraiment ultra pratique. Mais oui, ça rajoute un stress énorme sur les mères. Tu sais, il y en a qui me disaient, moi, mon enfant est allergique, il peut ne prendre que telle sorte de lait, le lait n'est plus disponible. Mon médecin m'en prescrit, j'arrive à la pharmacie, puis les pharmaciens disent, voici la dernière canne, j'en ai plus d'autres. Fait que qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Vraiment, qu'est-ce qu'elle fait? Bien là, dans ce cas-ci, elle m'a dit, je vais essayer de restimuler pour réallaiter, parce que si elle suit une diète très particulière, elle va pouvoir allaiter son bébé. Donc, elle se remettait, dans l'allaitement. Oh, wow! Bien, c'est ça. Mais ça, c'est une des solutions, mais je veux dire, c'est très difficile. Il y en a qui essaient de faire de s'orienter vers d'autres sortes de lait, mais là, il peut y avoir des conséquences pour le bébé, des allergies. J'ai reçu des photos de bébés toutes plaquées parce que la mère avait donné un autre lait que l'autre, elle ne trouvait plus. Bref, c'est un casse-tête, cette chose. Puis le gouvernement, il va falloir qu'il s'en mêle. Oui.
Puis encore une fois, comme ça retombe sur les épaules de la femme. Ouais. Bien, beaucoup. Là, c'est sûr que les jeunes papas sont beaucoup plus impliqués maintenant, ce qui est bien, là, depuis que le congé parental a été rallongé, mais encore là, on le sait, contrairement, comme je disais, dans d'autres pays, bien, souvent, les gars vont prendre un 4, un 5 semaines. Et les femmes vont se sentir expertes de leur bébé et elles vont garder ça avec elles ensuite. Donc oui, c'est encore beaucoup les mères qui vont, surtout le côté nourricier, l'alimentation, ça va être encore beaucoup les mères qui vont porter ça sur leurs épaules. En termes de solutions, tu as mentionné la communication entre le couple et avec les enfants, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, bien, c'est sûr que tout le côté, là, l'éducation genrée ou non genrée, le fait de ne pas avoir des attentes, si on veut changer pour les prochaines générations, de faire très attention à ce qu'on demande à nos filles. En ce moment, les petites filles, souvent, leur demandent on va leur mettre un petit aspirateur, une petite cuisinière très vite dans les mains. Ils vont se sentir valorisés par ça. Puis on va attendre d'une petite fille qu'elle soit, par exemple, je sais pas, souriante, qu'elle soit belle, qu'elle soit douce, qu'elle soit empathique. Et les petits garçons, bien, ça va être qu'ils soient courageux, qu'ils soient drôles. C'est encore très genré. Plus on va défaire ça, puis qu'on va permettre aux petites filles de faire toutes sortes de choses, de faire ce qu'elles ont envie, qu'on leur montre plein de rôles différents, plus elles vont pouvoir mettre leurs pieds à terre après aussi, puis dire, bien, c'est pas à moi que tout revient. Donc, avoir une meilleure estime d'elles dans plein de sphères, ça va finir par changer les choses. Donc, faire vraiment attention au rôle qu'on attend de nos enfants. Je pense que c'est très important. Puis, donc, il y a ça, il y a la communication, il y a d'impliquer les enfants, puis il y a de faire attention, étrangement, aux réseaux sociaux, c'est à notre gestion des réseaux sociaux. Okay. Tu sais, le fait que beaucoup de femmes, en tout cas de ma génération, il y a un aspect Wonder Woman. Tu sais, on veut tout faire, on va demander l'aide de personne. Moi, je suis capable de... Mais c'est un piège. Puis en se comparant avec les réseaux sociaux, ça fait pas longtemps que ça existe, là. Tu sais, Facebook, il y a 2006, 2008, je veux dire, c'est assez récent. Et là, tout à coup, on a accès à tout ce que les autres font derrière les portes closes. Donc là, tout le monde va aux pommes en septembre. Moi, j'y vais pas. Ça y est, je suis une merde. Tu sais, je suis une mère indigne parce que je suis pas là. Mais c'est pas vrai, tu sais. Parce qu'on a tendance à se comparer. Fait que je pense que les gens qui vont beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout les mères, les nouvelles mères, c'est faire attention comment ça peut jouer sur ta confiance puis ton estime, puis te dire que c'est un endroit pour t'inspirer. Et donc, peut-être que si tu te sens comme pas bien après avoir scrollé, comme on dit, avoir regardé les réseaux sociaux, bien, peut-être qu'il faut que tu enlèves certaines choses, que tu fasses du ménage. Et que tu choisisses avec beaucoup d'attention qui tu suis et pourquoi. Puis c'est toi qui dois être comme le boss de ça, tu sais, pas les notifications. C'est très important. Tu as parlé d'éducation genrée tantôt. Est-ce que selon toi, les Québécois et Québécoises sont prêts à se séparer, disons, de l'éducation genrée? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est vraiment un mouvement qui est fort, qui est déjà amorcé, qu'on pense aux vêtements. Tu sais, avant, on trouvait que des vêtements roses ou bleus ou avec des messages tellement belles comme maman. Puis pour le garçon, c'était fort en mathématiques. C'est complètement... Ou encore les magasins de jouets où tu as comme toutes les rangées bleues puis les rangées roses pour orienter les parents dans leur recherche. Tu sais. Je me souviens d'avoir cherché un microscope pour ma fille quand elle avait, je sais pas, 6-7 ans, puis de me faire dire, voici le microscope, il était rose, tu sais, alors que ça n'a rien à voir avec le... Pourquoi noir? On ne pourra pas noir juste comme un objet scientifique. Fait que je pense que oui, puis ça, c'est en train de changer. On le voit maintenant, beaucoup de vêtements non genrés. Les magasins, comme je te parle là, il y en a de moins en moins. On en parle beaucoup dans la littérature jeunesse, de défaire les genres. C'est un titre qui me vient en tête, La princesse qui pète, tu sais, ou Élise Gravel, qui a écrit plein de livres aussi sur ça. Donc, Élise Gravel, c'est une autrice en or pour tout déstigmatiser puis défaire les genres chez les enfants, mais vraiment chez les petits, dans 0,5. Elle a plein de livres là-dessus. C'est super intéressant. OK. Donc, c'est une éducation qui doit être offerte à la maison et à la maternelle, à la garderie. À l'école, mais oui, bien sûr, dans les CPE. D'ailleurs, il y a le secrétariat de la condition féminine avait fait un pamphlet là, pour que les CPE, les garderies, fassent attention aux jouets qui font rentrer à la garderie. Parce que ça aussi, je me souviens d'une maman qui me disait, bien, les enfants avaient fait des couronnes pour la fête des rois à la garderie. Puis elle se rendait compte qu'il y avait 2 tables, une pour les garçons, une pour les filles. Puis là, les couronnes que les filles bricolaient, c'était avec du rouge, du rose, du doré. Puis les couronnes que les garçons faisaient, c'était avec des couleurs dites de garçons. Puis la mère, s'était insurgée, puis elle avait dit, mais pourquoi vous faites ça? Faites pas ça. Laissez les enfants choisir les couleurs. C'est comme c'est ridicule quand tu y penses. Fait que
Fait que tu sais, ça s'en vient parce que les enfants en parlent, puis parce que les parents en parlent de plus en plus. Puis là, les éducatrices deviennent sensibilisées, puis là, les directions des garderies deviennent sensibilisées. Donc, tout ça est en train de... comme un mouvement qui se fait. Donc, je pense que oui, ça commence à la garderie aussi. OK. Maud, quels sont tes projets pour la prochaine année? Prochaine année, là, je pars tout l'été, premièrement. OK. Fait que ça, c'est un beau projet. Donc, je vais probablement écrire justement, parce que je tasse un peu la job pour me concentrer sur un deuxième roman. Fait que ça, OK. pour mon été, ça va être ça avec donc ma famille. Je pars. Après ça, bien, c'est sûr que c'est juste de continuer. C'est si je pouvais avoir un micro de façon vraiment régulière à la radio, parce que moi, en ce moment, mon kick, ma vraie passion, c'est la radio. Tu sais, j'aime OK. beaucoup encore écrire, mais j'aime vraiment beaucoup la radio. Fait que si je pouvais avoir quelque chose de très, très régulier, j'aimerais ça. Est-ce que tu aimerais avoir ta propre émission? Moi, je suis vraiment une chroniqueuse. Je ne suis pas OK. sûre que je suis une animatrice. Moi, je suis OK. vraiment quelqu'un qui apporte des sujets. J'aime ça être liée avec une certaine actualité, OK. puis changer de sujet. Fait que je n'ai pas non, j'ai pas ça. J'ai pas OK. ça en moi. Moi, c'est vraiment le côté collaboration, faire partie d'une équipe. Puis là, je le fais de façon ponctuelle, mais c'est vraiment moi qui apporte le sujet, puis on me dit oui. Mais si on me disait, par exemple, tu es en onde à tous les jours ou à tous les vendredis, bien, je serais heureuse parce qu'au moins, j'aurais comme ma case d'arrêter. Ouais. Là, c'est jamais comme là, tu sais, je vais être en onde Ouais. tantôt dans 15 minutes, mais tu sais, j'aurais mieux dire, ben non, moi, c'est toujours le vendredi, donc OK. c'est classé. OK. Fait que il y a ça comme projet, un deuxième roman, puis juste continuer à écrire pour mes différents clients, que ce soit magazines et journaux. OK. Bien, Maud, on te souhaite bonne chance avec ça, une très bonne continuation. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Je vous remercie, vous aussi, à la maison, d'avoir été avec nous et on se retrouve cet automne pour la prochaine saison des Rendez-vous Biblio. Bye bye.